Bonjour, je suis Barbara Rampillon, je suis tabacologue à la clinique Clémenville à Montpellier, donc c'est une clinique privée à but lucratif. Je suis aussi sage-femme en bloc obstétrical depuis 23 ans, donc je cumule les deux activités, je suis à mi-temps et je pratique la thérapie comportementale et cognitive. Je suis aussi ergonome et à ce titre, je participe au groupe de travail et je travaille avec la Fédération Addiction sur les conduites addictives en milieu du travail. Et je suis aussi formatrice en santé et santé-travail. Alors, comment avez-vous accompagné vos patients durant le confinement? Eh bien, nous sommes une équipe de 3. Moi, je suis tabacologue et je pratique la thérapie comportementale et cognitive. J'ai avec moi une sophrologue qui fait des ateliers tabac, donc qui prend toute la partie gestion émotionnelle et corporelle. Et puis une psychologue qui est aussi psycho-oncologue à la clinique Clémenville. Donc, toutes les 3, nous avons contacté tous nos patients, donc j'ai une file active d'entre 40 et 50 patients par mois, de tout profil, pneumologie, oncologie, femmes enceintes, psychiatrie parfois, et tout public. Nous les avons contactés et nous leur avons proposé donc une prise en charge par téléphone. La majorité, ou en visio, ça dépendait, la majorité l'ont accepté. Certains l'ont refusé, n'étaient pas à l'aise du tout, mais très peu. Donc, il y a eu une prise en charge à distance par téléphone, création de supports pour les accompagner sur tout ce qui était substitut nicotinique, création de vidéos pour tout ce qui est sophrologie. Les ordonnances étaient faites, scannées aux patients ou directement à la pharmacie pour certains profils, ceux qui n'avaient pas d'internet ou ce genre de choses. Et donc, j'ai pu continuer à assurer tous mes rendez-vous par téléphone, et faire de la TCC par téléphone, ce n'est pas évident. C'est quelque chose que j'ai appris à faire et qui m'a bien aidée d'ailleurs. Voilà. Alors, comment avez-vous adapté l'accompagnement des consommateurs? Donc, eh bien, toutes les 3, nous avons essayé de nous adapter au plus près des besoins des patients que nous avions et de fonctionner d'abord d'évaluer leur capacité sur la consommation et de faire de la réduction du risque. La priorité était de consommer sans combustion pour ceux qui avaient des difficultés ou pour les nouveaux patients que je pouvais avoir, de ne pas faire de transfert de produits, quelle qu'elle soit, même sur des médicaments, sur alcool, sur n'importe quoi. Et certains ont arrêté, et ça a été aussi de ne pas augmenter la conso. Donc, soit c'était une stabilisation, soit un arrêt, tant mieux. Accompagnement à l'arrêt, donc éviter les rechutes. Donc, on a axé sur tout ce qui était, moi, sur substitution nicotinique. On s'est aussi appuyé en termes de réduction des risques sur les cigarettes électroniques pour ceux qui en avaient. Donc, les boutiques de vape fonctionnaient, donc on n'a pas hésité à soutenir les gens dans leur utilisation, à aussi qu'ils en aient une bonne utilisation. Donc, sur tout ça, c'est-à-dire qu'on a on a passé beaucoup de temps à évoluer l'état émotionnel, à leur donner des outils de façon à ce qu'on ait une stabilisation et pas une flambée de consommation. Alors, avez-vous repéré des évolutions durant le confinement de la problématique addictive des patients que vous suivez? Vaste question. Eh bien, oui. En fait, tout simplement parce qu'on aurait voulu mettre les personnes qu'on accompagne dans cette situation, on n'aurait pas pu. C'est-à-dire de mettre autant de profils différents de consommateurs avec pathologie, comorbidité ou pas, dans une situation de confinement, c'est-à-dire dans une situation extrême où il y a un défaut d'agir, l'attitude décisionnelle, on a pu constater quelle était la vraie régulation individuellement et même collectivement de façon transversale. Qu'est-ce qu'elle régulait cette consommation en réalité? Et les patients eux-mêmes ont été surpris, puisque certains sont arrivés à arrêter beaucoup plus facilement en confinement, puisqu'ils étaient tout simplement coupés des stimulations extérieures et de tout ce que ça pouvait leur créer de normalisation ou de dénormalisation. Ça, c'était très intéressant, sauf qu'au bout de 15 jours, la normalisation est revenue et du coup, le tabac est revenu. Là aussi, on a pu travailler avec eux sur, en gros, qu'est-ce que ça régule chez vous? La place du travail, la vie pro, la vie perso. Certains vivaient très mal de devoir choisir entre les deux, parce que c'est à peu près ce qu'ils ont dû faire. La mise en télétravail forcé de personnes qui ne savaient absolument pas comment s'y prendre, soit pour mettre des gens en télétravail, soit pour réagir en télétravail.
les mises à l'écart, donc toutes ces questions organisationnelles du travail, elles ont totalement impacté la consommation et elles sont venues impacter la régulation individuelle de chacun. Et nous avons accompagné individuellement parfois des surprises, des bonnes, des moins bonnes, des gens qui avaient besoin de se mettre en arrêt avec un papier officiel parce que comme ça, c'était clair dans leur tête. On a vraiment vu une modification, une évolution des conduites addictives qu'on n'aurait pas pu avoir s'il n'y avait pas eu de confinement, parce que mettre les gens dans une situation aussi extrême de défaut de latitude et de décision, c'est pas possible à simuler. Là, pour le coup, on était en direct et on a pu en tirer des informations très intéressantes. Dépendance aux écrans aussi, ça nous a surpris les premiers temps. Les gens qui ne touchaient jamais un portable ou qui regardaient très peu la télé étaient totalement vissés. Et ça les faisait fumer derrière l'ordinateur, à chercher les infos, le stress, l'angoisse et la légitimité aussi. Et il y a eu aussi beaucoup de retours de culpabilité par rapport à l'inaction. Voilà, il y a eu, tout ce qui a traversé les questions sociales ont traversé les questions organisationnelles et ont traversé les questions individuelles des patients qu'on a accompagnés. Donc ces questions, nous, qu'on entendait, on en discutait à la télé. Et ben nous, elles avaient un visage, un nom et une expression individuelle dans nos visios. En fait. Depuis le déconfinement, comment a évolué votre activité? Donc à la date de déconfinement, on a continué à suivre, on a laissé le choix aux patients de revenir au cabinet en présentiel ou de le faire par téléphone. Il y avait des patients anxieux, des patients à risque, notamment la pneumologie ou l'oncologie. Donc j'ai fait deux motifs de consultation. Donc j'ai continué à mixer entre téléphone et présentiel. Mes deux partenaires, elles, ont continué à distance puisqu'il n'y avait pas d'autorisation sur l'établissement. Et puis, on a réintroduit. Il y a des personnes que j'ai recontactées parce que je n'avais aucune nouvelle. On n'a pas vraiment perdu, on n'a perdu personne en route. Il y a certains qui ont fait des choix de ne pas revenir parce que ce n'était pas le moment où ils avaient été très impactés. Et globalement, on a gardé tout le monde. Et là, on est sur un suivi présentiel, téléphone. Mais surtout, on a rediscuté entre nous, notamment la psychologue avec qui je travaille faisait partie de la cellule psychologique d'accompagnement des professionnels de santé. Et on a beaucoup discuté de ce qu'on avait, justement, de ce que le confinement avait amené comme exacerbation des consommations et les régulations qu'on a trouvées. Et moi, j'ai réadapté ma prise en charge. C'est les patients qui m'ont aidée. Je me suis réorientée sur les objectifs de vie, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas l'arrêt du tabac, c'est j'arrête pour quelle raison. Et le pour quelle raison, il est vraiment devenu important pendant le confinement, parce que c'est ces pour quelle raison j'arrête de fumer qui sont vraiment sur lesquels on s'est raccroché pour les aider à déstresser sur leur utilité sociale, utilité familiale. Mes enfants sont déboulés, m'empêchent de bosser. Enfin bon, c'était juste terrible parfois au niveau émotionnel pour eux. Donc j'ai réadapté mes outils TCC en fonction de ce qu'on sentait avoir besoin. Et du coup, on accompagne différemment. Nous, ça nous a aussi permis de comprendre comment on pouvait, en situation de confinement extrême, trouver des régulations de consommation et lesquelles elles étaient, ce qui n'est absolument pas les mêmes d'ailleurs sur les substances accessibles comme le tabac que sur celles qui étaient en restriction comme le cannabis ou d'autres où il n'y avait pas d'accès. Et puis, nous avons aussi, moi j'ai pris conscience, puisque je travaille quand même en tant qu'ergonome sur les conduites addictives en milieu du travail, ça m'a aussi donné un éclairage sur des réalités de télétravail, sur comment la consommation vient réguler l'activité vie pro, vie perso. Et ça, c'était vraiment très intéressant, parce que ceux qui consomment ne se rendaient pas compte que finalement, le travail avait, comment il régulait dans les deux espaces en fait, puisqu'à un moment donné, les deux espaces se sont mélangés. Et ça, c'était vraiment très intéressant pour nous en tant que professionnels accompagnants et pour les personnes qui consomment. Merci de votre attention. Vous pourrez trouver les ressources liées à la gestion de la crise du Covid sur le site internet de la Fédération Addiction. Et prochainement, le groupe de travail publiera un document de synthèse et de réflexion sur les conduites addictives en milieu professionnel.